Alors pour terminer cette matinée, je vous propose de prendre un peu de hauteur sur le social listening en 2026. Et cette fois, on va aborder un petit peu les tendances, les attentes des professionnels. Pour ça, on va animer une table ronde présentée par Camille. Donc Camille, je te laisse prendre la parole et présenter nos intervenants. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez déjà me rejoindre sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue à cette table ronde consacrée aux enjeux actuels et futurs du social listening. Alors, si vous êtes ici, vous le savez déjà, mais le social listening, c'est devenu une brique essentielle pour les organisations, mais les usages sont très variés selon qu'on soit une marque, une agence, une institution publique. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le terrain de jeu va très très vite. Les sources se multiplient, des plateformes apparaissent, d'autres déclinent, la confiance accordée au réseau change et l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans la manière dont l'information circule. Alors, comment les organisations utilisent-elles concrètement le social listening d'aujourd'hui? Quels besoins émergent face à ces transformations et comment les pratiques sont-elles en train d'évoluer? Pour en parler, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Brevet, associé et directeur innovation au sein de Backbone. François Grimm, consultant senior en cybersécurité et menaces informationnelles chez Soprasteria, et Jean-Stéphane Bou, directeur réseaux sociaux chez Dassault Systèmes. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci. Ça va, vous allez bien? Alors, pour commencer, est-ce que très brièvement, vous pouvez nous dire quelle est la place du social listening dans vos organisations respectives? Combien d'utilisateurs? Quel département l'utilise? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ces dernières années? Peut-être que je vais commencer. Merci, c'est toujours un plaisir de voir autant de monde réuni dans une salle pour parler social listening aujourd'hui. Nous, globalement, chez Backbone, ça a vraiment été le jour 1. On a pris un abonnement chez VisiBrain, ça a été le social listening, c'est vraiment dans notre ADN chez Backbone. Aujourd'hui, donc, il y a vraiment le département que je dirige, innovation, mais aussi veille et opinion, plus largement, qui l'utilisent. Mais de plus en plus des consultants aussi RP, donc relations presse, médias, pour pouvoir mesurer l'impact des prises de parole médiatiques aussi sur les réseaux sociaux et pour vraiment guider leur stratégie de communication. Et de plus en plus le pôle aussi éditorial, donc qu'on a fusionné récemment, donc qui nous ont rejoints pour définir des stratégies de positionnement pour des marques et pour des dirigeants. Donc beaucoup de monde l'utilise. Donc de plus en plus. T'as pas un chiffre pour nous donner un exemple? J'ai 7-8 personnes, on va dire, en gros. Et toi, François? Alors, pour ma part, et donc effectivement c'est Soprasteria, mais on va parler également du cercle Pégase, qui a été mentionné tout à l'heure. Donc au sein de Soprasteria, le sujet du social listening, c'est notamment venu avec tout ce qui est donc, lutte contre les menaces informationnelles, la lutte informationnelle dans le sens large. À la fois pour un marché d'observatoire de situation informationnelle qu'on a gagné. Donc là, il y a à peu près 5 personnes qui vont utiliser des outils de social listening, dont VisiBrain, pour identifier les narratifs, les relais locaux dans certaines zones justement comment ils peuvent propager de la désinformation. Et on va également avoir donc, tout un projet industriel qui s'appelle Sensi, où on vient intégrer le social listening et donc les capacités de VisiBrain dans une plateforme bout en bout. On va faire de la collecte sur différentes veilles, notamment on va aussi avoir tout un volet radio et télévision, donc on sort un peu du social listening. Les capacités d'analyse et les capacités de réponse. Comment est-ce que, comme on disait tout à l'heure, on passe d'une veille à une action? Est-ce que tu as vu un petit peu des usages évoluer? Est-ce qu'il y a eu de plus en plus de monde chez toi qui utilise VisiBrain ou d'autres outils de social listening? Totalement. Déjà, premièrement, l'activité commerciale par rapport à la veille informationnelle augmente. Donc, évidemment, ça tracte le nombre de collaborateurs qui sont formés sur le sujet. Et on va également avoir donc, la communication groupe de Soprasteria qui utilise depuis peu VisiBrain. Donc ça grossit aussi donc, en termes internes au sein de Soprasteria. Et notamment, on m'a dit, parce que le réseau LinkedIn était très apprécié par la com group. Et toi, Jean-Stéphane? Alors, chez Dassault Systèmes, le social listening, c'est principalement pour un usage de suivi de réputation. Donc moi, je fais partie d'une entité qui s'appelle Réputation et Médias. Donc, vous vous doutez, on suit la réputation et les médias. Je dirais que c'est surtout sous un angle
communication sensible, et de plus en plus on arrive à diversifier et à démontrer les usages, l'intérêt justement d'avoir une démarche de social listening pour des choses qui sont peut-être un peu moins dramatiques que la crise, mais qui peuvent résulter dans des opportunités de création de contenu. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est en train d'évoluer, de maturer un petit peu de notre côté. Et pareil, combien de personnes chez toi utilisent des outils de social listening? Est-ce que c'est quelque chose d'assez important pour les différents départements? Alors, il faut savoir qu'on a commencé il y a 2 ans, donc c'est quelque chose qui est assez naissant. Il y a une personne à temps plein, donc c'est vraiment le métier d'analyser la data, de mettre en place des queries pour écouter. On travaille avec pas mal de solutions. On a aussi nos amis de lecteurs qui sont dans la salle, qui nous accompagnent au quotidien et qui représentent en quelque sorte une extension de l'équipe et qui nous permettent justement de pouvoir veiller à un scope qui grandit. Donc on va dire qu'il y a au moins 2 personnes à temps plein qui travaillent de près ou de loin sur ça. Et ensuite, après, on a l'éditeur en complément qui vient nous accompagner. Super. Alors, petite annonce, VisiBrain a lancé cette année une étude inédite sur le social listening. Il y a 200 participants qui ont répondu et vous pourrez retrouver cette étude en ligne après la matinée. Petit chiffre que je peux déjà vous donner, 83% des professionnels interrogés utilisent les outils pour identifier des crises et des signaux faibles et 72% pour suivre la réputation de leur marque. Donc on voit bien quand même que le volet risque est assez important. Tous les 3, c'est ce pourquoi vous l'utilisez. Peut-être nous en dire un petit mot, comment est-ce que vous l'utilisez, pourquoi j'imagine que vous avez des spécificités entre les agences, les annonceurs, la cybersécurité. Je peux y aller. Du coup, nous, vraiment, le social listening et VisiBrain, on l'utilise pour suivre la réputation globale. Donc, par exemple, on travaille pour des groupes agroalimentaires et également toutes les marques et savoir s'il n'y a pas des sujets sensibles qui montent. Et de plus en plus, au-delà de la veille réputationnelle, on va aussi sur du leader advocacy, donc, dont mentionnait Pierre Frappe tout à l'heure. Comment on arrive à positionner aujourd'hui des leaders, des comex, à prendre la parole un peu plus. Donc, grâce au social listening, on arrive à les pousser, à les inciter de plus en plus à prendre la parole et les faire rayonner. Parce qu'en fait, vraiment, la réputation est devenue quand même un actif pour nous qui a une valeur pour les entreprises. Donc c'est important que le COMEX y prenne la parole aujourd'hui sur le réseau. Absolument. Donc il y a le volet risque, il y a le volet un petit peu opportunité, leader d'opinion, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi, François, tu remarques aussi? Totalement, notamment pour l'identification des campagnes de désinformation. Par exemple, avec le cercle Pégase, la semaine dernière, on a caractérisé une tentative justement d'ingérence pour les municipales, parce via VisiBrain notamment, on a accès à la donnée sur comment toute la partie veille sur les municipales pour justement chercher à savoir si oui ou non il y a des informations et comment est-ce que ça prend part. Et donc on a identifié des comptes, on est justement a été en mesure d'identifier les clusters qui étaient associés et donc de proposer une analyse et une caractérisation. Donc d'où ça vient, comment est-ce qu'ils ont fait, etc. Super. Et j'imagine que ça te permet aussi d'aller chercher des informations à l'étranger facilement et peut-être des prises de parole qui peuvent être nécessaires. Est-ce que ça te parle ou pas? Ouais, en fait, est-ce que ça vous permet de détecter des leaders d'opinion, par exemple, à l'étranger et de prendre la parole peut-être là-dessus aussi? Totalement. Toute la partie leader d'opinion, on l'a surtout sur d'autres thématiques au sein de Soprasteria, pour identifier par exemple les relais. On parlait tout à l'heure donc des comptes pro-russes ou russophiles. Ça va être très pertinent sur ce domaine, notamment par exemple avec tout ce qui va être réseaux sociaux comme Telegram, qui va être beaucoup plus axé russophone. Ok. Et toi? Alors de notre côté, je dirais qu'en opportunité, il y a pas mal de cas d'usage, dont certains qui sont similaires avec Pierre Fabre, c'est assez marrant. Bien entendu, la leader advocacy pour nous est un gros sujet. On a un programme d'employé advocacy qui est assez ambitieux et qui est doublé avec un programme de leader advocacy. Donc ça nous permet aussi de suivre la performance du earn, qui pour nous est de plus en plus intégré au owned. Donc ça aussi c'est un levier de performance pour une direction de la communication, c'est montrer que en dehors ce que nous on dit, c'est ce que les autres disent de nous aussi. Donc on essaie de montrer cette valeur-là. Donc on utilise beaucoup le social listening pour quantifier justement toutes les conversations qui ne sont pas assistées proprement parler par la marque. Et ensuite, on est donc un éditeur logiciel. Si jamais vous pensez qu'on faisait des avions, ce n'est pas le cas, ce sont nos cousins de chez Dassault Aviation. Et donc nos logiciels, juste pour vous donner un exemple, SolidWorks, c'est un peu ce que serait
un Photoshop pour les designers et pour les ingénieurs en fait. Et donc il y a énormément de création de contenu qui est faite aujourd'hui et qui est partagée sur les réseaux sociaux. Et un des leviers qu'on utilise, c'est le social listening pour identifier tous ces user-generated content qui sont publiés tous les jours. Et nous, ce qu'on fait derrière, c'est qu'on les amplifie, on les repartage, on fait en sorte que ce soit finalement nos utilisateurs qui soient les meilleurs ambassadeurs de la marque, et on essaye de valoriser le fait qu'ils aient partagé et qu'ils soient fiers en fait de leur propre création. Super, ça a l'air de te parler, Guillaume. Ouais, non, mais les UGC, ça me parle toujours, mais il y a aussi le sujet de la veille sectorielle. Donc tu parlais comment on identifie aussi des leaders d'opinion à l'étranger. On a fait une grosse étude pour un groupe industriel agroalimentaire sur la perception des aliments ultra transformés. Et du coup, il y avait en France, au UK, aux US, et on a réussi à voir comment des arguments terres, notamment aux US, étaient largement partagé par le ministre de la Santé là-bas, donc Robert Kennedy Jr., et comment ça a impacté aujourd'hui la perception du sujet en France, comment ça a explosé, et comment du coup aujourd'hui il y avait des communautés très distinctes qui en parlaient aujourd'hui, notamment des complotistes qui reprenaient de l'argumentaire US, et voilà, donc c'est des choses qui peuvent vraiment intéresser sur la veille sectorielle, la perception d'un sujet plus large. Super. Alors, la veille, c'est aussi un métier stratégique, et la stratégie, c'est pas la même d'un réseau social à un autre. D'ailleurs, l'étude de VisiBrain fait ressortir 5 grandes plateformes un petit peu phares. Il y a la presse en ligne, Instagram, LinkedIn, TikTok et X. Alors X, malgré les nombreuses controverses, on l'utilise quand même encore beaucoup. C'est un must-have dans la veille. C'est quoi votre lecture là-dessus? Pourquoi est-ce que X, c'est resté quelque chose d'important? C'est vrai que X aujourd'hui, globalement, tous nos clients, nous, ont arrêté de publier quasiment sur la plateforme. Ils ont coupé tous les budgets publicitaires. Donc ça, c'est un peu une tendance qu'on voit émerger. Mais ils gardent toujours un œil. Donc il y a toujours une veille qui est en place sur X, parce qu'il y a quand même beaucoup de crises aujourd'hui qui naissent sur le réseau. On a vu encore avec des Leroy Merlin qui habillent, où il y a des bad buzz, avec tout ce qui s'était interpellé par Sleepy Giants. Lydia, il y a quelques jours, avec une nouvelle offre qui pénalisait les comptes dormants. Donc c'est quand même un réseau très chrysogène qu'il faut surveiller. Et pour la partie SAV aussi. Ça permet de vraiment toucher plus facilement les consommateurs directement. Ouais. Toi, François? Totalement d'accord, premièrement. Ensuite, c'est vrai que nous, pour toute la partie lutte contre la désinformation, X reste un must-have, parce qu'on voit que c'est là où il y a encore l'ensemble des réseaux, l'ensemble des campagnes qui peuvent être publiées, ou du moins il peut y avoir après tout ce qui va être cross-platform dont on parlait. Donc ça permet aussi d'avoir une veille sur qu'est-ce qui est dit sur X et est-ce que c'est repris ailleurs, ce qui permet après d'identifier s'il y a de la perméabilité entre les différentes plateformes. Et globalement, c'est aussi intéressant d'avoir en tête que c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu qu'il faut occuper, et pour exemple, il y a le Quai d'Orsay qui a quand même, depuis cet été, donc French Response, qu'on a fait une étude avec VisiBrain d'ailleurs sur justement l'évolution de son impact et de sa visibilité en termes de compte. Donc c'était quand même aussi une volonté nationale de se positionner sur ce réseau, parce qu'il y avait besoin d'occuper le terrain en termes de narratif. Sinon, on laisse diffuser n'importe quoi. Absolument, il faut quand même le veiller, même si on n'est pas forcé d'y poster des choses. Chez Dassault, est-ce que c'est la même chose, on est plus actif sur la plateforme pour des raisons, je pense, assez évidentes. Voilà, c'était pas forcément une bonne chose pour nous que nos publications vivent autour de plein de controverses, donc on n'y est pas activement. En revanche, sur la veille, ça reste quand même une plateforme qui cristallise pas mal de conversations négatives, et pour nous, on doit être en mesure de les suivre pour derrière construire nos argumentaires, notamment sur tout ce qui est la com financière. On a aussi encore pas mal de commentaires qu'on voit émerger sur Twitter, ou sur X, pardon, et du coup on doit les agréger, regarder un peu quelle est leur teneur, est-ce que ce sont des comptes qui sont authentiques, est-ce que derrière ce sont des gens qui essayent de manipuler l'information, ou est-ce qu'ils essayent de faire manipuler le cours de bourse par exemple. Donc ça, c'est les choses qu'on suit de près, mais plus proactivement en publication en tout cas. Ok. Non, mais c'est vrai qu'en fonction des communautés aussi qu'on adresse, ou des publics, c'est intéressant X, notamment je pense au gaming par exemple, qui a encore des communautés très actives dessus, pour les journalistes financiers aussi, et vraiment si on a des sujets un peu plus politiques, c'est toujours intéressant comme réseau. Oui, X, c'est le média du temps réel, de la politique. Alors, l'année dernière, on en avait parlé, mais il y avait beaucoup de journalistes et de politiques qui ont justement quitté X pour aller sur Blue Sky. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que vous avez une lecture là-dessus? Le fameux Hello Kitty X. C'est vrai que moi, j'ai trouvé vraiment Blue Sky, c'était un peu comme un village vacances, quoi. Les gens sont allés 2 semaines, 3 semaines, et après, ils ont vu qu'il ne se passait pas grand-chose, c'était pas le Club Med, ils sont revenus sur X, ou en tout cas, ils sont partis sur d'autres réseaux aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, on a très peu de demandes clients, on le surveille, mais de très loin. En fait, ce qui se passe sur X est sur Blue Sky, mais pas l'inverse.
Ouais, exactement. Et parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu de gros mouvements de leaders d'opinion qui auraient pu emmener toute leur communauté et créer vraiment d'engagement et d'engouement. Et vous? Blue Sky? Non, on n'utilise pas Blue Sky. On le veille parce qu'on a la capacité de le veiller, mais on a très très peu de mentions dessus. On nous a conseillé, parce qu'il y a beaucoup de comités scientifiques visiblement qui sont présentes sur cette plateforme, mais dans les faits, on a assez peu de résonance, donc on n'a pas plus investi, et on a plus des enjeux sur d'autres plateformes comme Reddit, ou qui aussi nous... Voilà, on n'est pas des ressources infinies, hein, j'imagine, comme chez comme chez tous les annonceurs, donc on est obligé aussi de calibrer notre effort, et Reddit pour nous est une plateforme qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus intéressante à veiller du coup. Totalement, et même pour nous, d'un point de vue analyse de la désinformation, étant donné que Blue Sky a beaucoup plus de capacité de modération, il y a beaucoup moins d'éléments qui vont être critiques ou chrysogènes, totalement. Donc c'est quand même quelque chose qu'on va beaucoup moins regarder par rapport aux autres. Alors, une des autres plateformes un peu phares, c'est LinkedIn, hein, une source prioritaire. VisiBrain est d'ailleurs, je le rappelle, le seul outil de social listening à veiller ce réseau. Il fallait que je le place. Dans l'étude, on voit qu'il s'agit d'une source à la fois qui est très demandée aujourd'hui, mais la demande est croissante. Comment vous le percevez de votre côté? Donc, on a parlé un petit peu de la manière dont on utilise l'usage de la veille. J'imagine que LinkedIn a un côté vraiment particulier. Ouais, vraiment très particulier. Il y a vraiment une mutation de LinkedIn un peu ces dernières années, avec ce qui est devenu un vrai réseau social et pas que professionnel. Il y a beaucoup de communautés qui sont arrivées dessus, comme je sais pas, des ONG, des sportifs, il y a un peu de tout aujourd'hui. Et ça demande du coup aux dirigeants et aux entreprises de communiquer plus sur le réseau, donc de le surveiller. Et notamment, j'ai évoqué le COMEX, et chez Pierre Fabre, c'est un peu le cas aussi. C'est comment on arrive à positionner le COMEX pour rayonner autrement sur d'autres réseaux. Donc, plutôt volet opportunité pour le coup. Ouais, plutôt opportunité. Côté cyber, est-ce que LinkedIn, c'est un outil phare? Alors côté cyber moins, on sait que niveau comme groupe ils sont hyper intéressés parce que tout ce qui est identification justement des KOL ou de la veille concurrentielle, on va vraiment savoir qui va se positionner sur quel secteur, toute la partie événementielle ou autre. Pour toute la partie plus cyber et donc LMI, c'est un réseau qui va beaucoup moins nous intéresser. Parce que plus de modération également et ça va être beaucoup plus compliqué aussi d'avoir des faux comptes sur LinkedIn, ils sont beaucoup moins permissifs. Donc automatiquement, la propagation va être beaucoup plus organique et il y aura moins de tentatives justement de bots et d'amplification factice. Chez Dassault, LinkedIn, peut-être. Alors forcément, on est une entreprise B2B, donc vous doutez bien que pour nous, c'est un réseau qui est assez critique. C'est pas celui qui nous, paradoxalement, nous donne le plus de visibilité. C'est un réseau qui est en grosse mutation parce que l'algorithme change de manière assez drastique, mais ça a un impact aussi parce que c'est un réseau qui va avoir tendance à encourager de plus en plus la conversation. Je pense que vous avez vu de plus en plus dans vos feeds, vous voyez pas remonter seulement des posts, mais aussi des interactions des gens de votre réseau. Un tel a commenté ci, un tel a engagé avec tel post, et c'est pas du hasard. C'est que LinkedIn essaye de faire en sorte que vous passez le maximum de temps en fait sur ces plateformes pour vous mettre le maximum de pubs, bien entendu. Et j'espère qu'on a personne de LinkedIn dans la salle. Et du coup, effectivement, il y a, je pense, un volet conversationnel qui commence à croître de plus en plus sur cette plateforme. Donc nous, ça nous demande plus d'efforts d'un point de vue modération. Il n'y a pas forcément la polarisation aussi forte qu'on peut avoir sur X ou sur d'autres plateformes où l'anonymat permet, je pense aussi, de se laisser aller à des commentaires beaucoup plus virulents. Ou un Reddit par exemple, ça peut être très virulent aussi sur Reddit. Mais du coup, sur LinkedIn, la conversation est plus contrôlée. Mais il y a d'autres enjeux. Typiquement, LinkedIn, même si c'est une plateforme de communication externe, pour nous, c'est aussi presque parfois un levier de communication interne. C'est-à-dire que, et c'est souvent ce que me disent mes collègues chez d'autres marques, c'est que quand il y a une annonce d'un PDG qui est faite sur LinkedIn, des fois ça rencontre mieux l'audience que quand elle est faite en interne, parce que beaucoup de gens sont beaucoup actifs sur LinkedIn. Donc du coup, c'est aussi ça qu'on doit analyser de plus en plus, c'est la dispersion des messages de nos execs, notamment sur LinkedIn, et donc ça, c'est un travail supplémentaire. LinkedIn comme interne, c'est pas mal. Mais je trouve que c'est quand même devenu aussi un peu moins une safe place que ça a pu l'être LinkedIn, avec notamment l'arrivée de nouvelles communautés comme des ONG, des médias très engagés, qui aujourd'hui ont vraiment une ligne éditoriale sur ces réseaux-là. Avant c'était plutôt juste de la duplication, aujourd'hui ils vont direct dessus pour critiquer potentiellement des marques, des entreprises et toucher aussi des politiques plus facilement. Il y a le côté politique qui est en train de se structurer, quoi. Ouais.
Alors, il y a beaucoup d'autres plateformes dont on peut parler, TikTok, Telegram, Twitch, Reddit, etc. Déjà, quelles sources secondaires vous voyez monter? Et puis, comment stratégiquement, en fait, vous mettez en place vos veilles? Quel sujet, pour quel réseau? Ça m'intéresse pas mal. Vas-y. On en parlait un peu avec Stéphane, mais c'est vrai qu'il y a Reddit qui prend vraiment de l'ampleur, notamment à l'ère des LLM et de l'IA générative. On voit des classements qui sortent toutes les semaines sur le classement des top sources. Reddit sort souvent en top. Après, attention à ces classements, parce que c'est des choses qui évoluent tout le temps en fonction des modèles, des IA, des publics, etc. Mais du coup, il y a nos clients qui nous posent de plus en plus de questions dessus, notamment le cas pour des clients qui ont des communautés très engagées sur Reddit, donc qui ont déjà des subreddits officiels, et c'est souvent des communications plutôt des users, et qui vont du SAV, quoi, finalement, presque, qui se déplacent là-dessus, ou du signal faible. Ok, donc Reddit, pareil. Oui, alors, un des autres usages du coup de la veille réputationnelle ou du social listening, c'est justement être capable d'écouter ce qui se dit sur nos produits, donc c'est plutôt pour alimenter la R&D chez nous. Donc on recense toutes les conversations autour des produits, on regarde le sentiment. Quand c'est négatif, on essaie de transmettre à la R&D les motifs d'insatisfaction. Est-ce que c'est le prix? Oui, souvent c'est le prix. Est-ce que c'est parce que ça marche pas assez bien? Est-ce qu'ils trouvent que c'est pas intuitif, etc. Donc toutes ces informations, nous on les structure avec nos analystes justement pour essayer de les orienter dans leur futur développement produit. Donc c'est un peu un changement chez nous d'être plus dans l'écoute aussi de nos clients au travers de canaux de communication externes, parce qu'ils ont peut-être aussi un regard plus cru, notamment sur Reddit, et ils seront plus à même de se livrer sans filtre. Et on a essayé de catégoriser justement tous ces insights sur les produits pour pouvoir les communiquer à nos équipes qui développent du coup les produits et les futures générations de produits pour ne pas reproduire les mêmes écueils que ce qu'on a pu avoir par le passé. Toi, François, avec le cercle Pégase, notamment, tu dois avoir des utilisations, certaines sources autres que la réputation. Tu peux nous en parler un peu? Totalement. Déjà, par exemple, en fonction de la zone géographique qu'on va souhaiter analyser en termes de situation informationnelle, il va y avoir des réseaux qui vont être spécifiques. Si on regarde côté Russie, il faut être en mesure de veiller les contacts, par exemple, autre que uniquement Telegram. Maintenant, même d'un point de vue réputationnel, pour certaines entreprises, il va y avoir les forums spécialisés. On parlait de Reddit, il y en a d'autres qui vont être spécialisés par rapport à des secteurs clés. Un cas d'école, moi, qui me fait énormément rire, c'est le forum War Thunder, où des geeks, notamment du cousin d'Asso, qui vont adorer. Donc c'est un forum spécialisé qui va parler ça va être autour d'un jeu sur la mobilité de la base industrielle, technologie de défense, et donc on va avoir des véhicules, on va avoir des avions, etc. Et on va avoir des personnes qui vont venir se battre dans les forums pour dire « Ah non, moi je travaille sur le projet de ce missile-là, on a des meilleurs perfs ». Et après, ils vont diffuser les documents classifiés. Donc il y a aussi des éléments, on est obligé de veiller pour éviter des fuites et des gros risques. Pas mal. Donc, stratégie par sujet, stratégie par localisation, peut-être aussi par marque, j'imagine. Certaines marques que vous pouvez avoir en agence sont plus présentes sur un réseau qu'un autre. Ouais, bien sûr. Après, on reste vraiment dans le triptyque LinkedIn, Instagram, TikTok, qui aujourd'hui, pour nous, est les principales sources. Après, il y a toujours Facebook, finalement, qu'on annonçait mort il y a quelques années. On trouve qu'on arrive quand même aujourd'hui encore à percevoir un peu la vraie opinion des gens sur ce réseau-là, notamment en commentaire d'articles de presse. C'est là où on arrive, les gens s'expriment assez honnêtement, et on trouve ça assez intéressant dans nos analyses. Tu voulais rajouter un truc? Oui, il y a aussi une autre façon de s'informer où on voit que c'était assez intéressant, notamment dans les élections présidentielles aux États-Unis, qui est le podcast, qui faut être en mesure de veiller pour aussi identifier l'opinion et qui va être une autre méthode de veille par rapport à uniquement du social listening qu'on connaît actuellement. Absolument. Alors, tu en as parlé un petit peu, Guillaume, mais il y a 1 an et demi, et même au dernier meet-up, on n'en parlait pas du tout, et pourtant c'est devenu massif, les LLM. Alors, moi, je suis assez intéressée. Comment est-ce que ça change votre manière de veiller et votre manière d'utiliser les différentes sources? Racontez-moi. C'est vrai que c'est un vaste sujet, les LLM. On sait que notamment Google a perdu à peu près un tiers de son trafic en 2025 au profit des LLM, que les gens aussi ont de plus en plus confiance dans les LLM, voire plus dans les réseaux sociaux et les médias. Ce qu'on a pu construire du coup en 20 ans avec les réseaux sociaux, les LLM, on réussi à le faire en 2 ans. Et plus on les utilise, plus on a confiance dans les LLM. Aujourd'hui, nous, on trouve que c'est une vraie opportunité, notamment pour le métier de
communicants et les relations presse, parce qu'en fait ça ouvre un champ des possibles qui est gigantesque. On ne s'intéresse plus uniquement au tier 1, au tier 2, donc aux médias nationaux comme Le Monde, Le Figaro, etc. Mais on s'intéresse beaucoup plus aux médias spécialisés, professionnels, qui ont vraiment eu une nouvelle attractivité avec ces LLM, car bien référencés, car des bonnes sources, et vraiment... Donc ça impacte de manière plutôt positive ton métier? Ouais, très positive pour le coup, parce que ça permet de aussi revaloriser un métier, du coup, et vraiment des recommandations, ça permet d'aller plus loin dans les recommandations, parce qu'avant, les clients étaient vraiment très centrés, on va dire, Le Monde, Le Figaro, et même quand, bon, je pense qu'on a tous eu le cas, mais on a eu un article dans lemonde.fr, le client n'était pas content parce qu'il voulait le print plutôt, c'était plus crédible auprès de ses actionnaires, etc. Mais finalement, il n'y a pas de trace, c'est pas scrappé par les LLM, du coup, voilà, ça permet de revaloriser un travail. Absolument. Et de votre côté? Alors, pour des informations, c'est plutôt négatif, parce que concrètement, les gens avant s'informaient majoritairement par exemple sur Wikipédia, ou enfin, quand ils voulaient chercher une information et vérifier quelque chose, ils allaient donc sur internet, ils allaient croiser des sources, ils allaient regarder plusieurs sites, et allaient avoir une certaine démarche. Maintenant, ils vont poser directement une question à un ChatGPT, Gemini ou autre, et ils vont pas aller vérifier les sources. Et en plus de ça, ça va être des sources qui vont être proposées. Il y a des enfin, ça reste un algorithme derrière qui va justement proposer des contenus et on peut l'influencer très facilement. Ça a été montré tout à l'heure justement par Xavier Tistelman. Donc il y a un vrai risque aussi sur les ingérences et sur ce qu'on peut diffuser au travers de ces réseaux. Enfin, de ces réseaux de CLLM, pardon. Chez Dassault? Nous, c'est surtout sous un prisme concurrentiel, c'est voir quand les gens sondent un LLM sur quel est le meilleur logiciel pour faire du CAD ou pour faire telle ou telle chose. Est-ce qu'on remonte? Si on remonte, pourquoi? Est-ce que c'est cross-référencé avec un autre terme? Et nous aussi, finalement, c'est un peu une opportunité parce qu'on s'est rendu compte que ce qui fait que parfois on ne remonte pas, c'est qu'on a un jargon qui est trop propre à l'entreprise et pas assez celui du marché. Bon, ça fait partie de toute façon de ce qu'il y avait dans le SEO, mais c'est exacerbé, je pense, côté LLM. Et donc, du coup, ça nous impose, un peu dans la manière dont on crée le contenu, d'être un peu moins auto-centré et de parler les termes qu'utilise réellement le marché. Donc, il faut faire ce travail de vulgarisation, de pédagogie et surtout arrêter d'inventer des concepts propriétaires qui peuvent être peu favorables au référencement dans les LLM, en fait. Donc, ça va être de ce point de vue-là où ça va nous impacter. Justement, en parlant de référencement, donc les LLM se nourrissent des contenus des réseaux sociaux et de la presse en ligne, hein, donc on l'a vu, c'est pas mal pour les RP, mais ça montre qu'il est plus que jamais nécessaire de faire de la veille. Pour vous, c'est quelle source qu'il faut veiller pour être bien référencé? Et est-ce qu'on peut veiller les LLM? Ouais, c'est vrai que nous on trouve LinkedIn du coup est quand même assez bien référencé, donc aujourd'hui c'est un réseau qu'on peut surveiller, qui est intéressant. Moi j'ai un exemple en tête, notamment sur comment on relie le social listening et les LLM. On a pas mal travaillé sur le secteur de la pêche industrielle et artisanale, on accompagne les clients là-dessus, et en fait on sait que c'est un secteur où la visibilité est préemptée par des ONG et des médias engagés, et c'est de savoir est-ce que quelqu'un qui va s'intéresser demain à la pêche industrielle, qui va poser une question dans les LLM, sur quel contenu il va tomber? Est-ce qu'il va tomber sur du contenu scientifique de l'Ifremer ou institutionnel, ou est-ce qu'il va tomber sur du contenu plutôt engagé, du coup, et potentiellement plutôt négatif? Et quand on a fait le test, qu'on a développé un outil propriétaire d'audit GEO, et du coup, on s'est rendu compte que finalement, ces ONG étaient aussi très bien référencés sur les LLM, et du coup, important de surveiller aussi l'évolution, où ils sont pas présents, sur quel front, par exemple, ils ne sont pas présents pour pouvoir agir derrière. Vous, de votre côté, des sources prioritaires pour... Pour ma part, on va s'y intéresser notamment en termes de veille pour identifier à quel stade en est la propagation d'un narratif. Si par exemple c'est publié uniquement sur des sites internet, si c'est sur uniquement certains réseaux sociaux, est-ce que du coup c'est déjà arrivé au sein de LLM? Les particularités avec les LLM, c'est que quand il ne va pas avoir de contenu sur un sujet, on va être en mesure de l'abreuver très rapidement et de changer des narratifs très facilement. Donc l'ensemble des sujets qui vont être assez niches, en termes de désinformation, ça va être du pain béni pour notamment les Russes. Ouais. Un mot à ajouter sur les LLM et les Non, sources à alors veiller? ça va être du Wikipédia, mais c'est compliqué Wikipédia à travailler parce que c'est extrêmement strict. On ne peut pas intervenir sur la page Wikipédia comme ça, il y a beaucoup de précautions à prendre. Je pense que tous ceux qui ont travaillé sur Wikipédia savent de quoi je parle. Et donc mais ça reste une source qui est importante. Reddit est également très bien classé. C'est pour ça que nous, il y a un vrai enjeu d'être capable de modérer aussi sur Reddit, mais sans réellement modérer avec une présence en on, parce que
c'est pas les codes de la plateforme. Donc ça veut dire avoir des communautés de gens qui seront identifiés, qui vont pouvoir intervenir dans les discussions pour nous, mais de manière subtile, pour pas que ça fasse trop téléguidé et que justement ça résulte en un backlash pour nous. Donc il y a ça. Et après, effectivement, en fonction des sujets sur lesquels il y a vraiment une importance stratégique à se positionner, il y a la question de quel contenu on va créer, quelle communauté on va activer, parce qu'elles seront potentiellement plus facilement référencées par les LLM. Après, comme tu le disais au départ, ça évolue constamment, la place des sites et des domaines qui sont crawlés, ça change vraiment beaucoup. Ouais, je pense que c'est vraiment très différent en fonction des secteurs, notamment je sais pas, les banques en ligne par exemple, on a regardé, et finalement c'est vraiment les sites, soit les comparateurs, soit les sites professionnels qui sont très bien référencés, et il n'y a pas du tout Reddit, Wikipédia, donc en fait je pense qu'il faut vraiment prendre les classements à la légère et plutôt faire quelque chose par secteur. Et ça évolue très très vite, donc on ne peut jamais être sûr de rien. Exactement. Et après, en fonction des modèles, soit on s'adresse à un public free par exemple, soit un public premium, donc il faut vraiment aussi faire attention en fonction des modèles qu'on utilise, les sources ne sont pas forcément les mêmes, donc il y a plein de choses à prendre en compte, c'est encore en pleine découverte, c'est vraiment un générateur d'enthousiasme mais aussi pas mal de craintes. Aujourd'hui il n'y a pas un seul rendez-vous qui se passe avec une direction générale ou un DIRCOM sans qu'ils nous parlent du GEO, parce qu'ils sont un peu ils savent pas où ils mettent les pieds et comment s'y prendre. Bien sûr, c'est tout neuf et il y a beaucoup d'enjeux associés derrière. Alors VisiBrain, depuis l'année dernière, a lancé un partenariat avec Meteoria. C'est un outil qui permet de veiller les LLM et de mesurer et comparer la visibilité d'une marque dans les LLM. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou est-ce que vous utilisez peut-être d'autres outils, peut-être du fait maison, je ne sais pas? Ouais, du coup, moi j'ai pas mal testé tous les outils un peu du marché sur les audits GEO qu'on peut faire. Honnêtement, nous, le constat, c'est qu'on a trouvé que pour la partie au moins réputationnelle et communication, c'était pas forcément adapté et on pouvait pas forcément faire du conseil ensuite avec ces audits-là. Donc on a développé quelque chose en interne avec une vraie méthodologie un peu plus, avec plus de prompts testés, différentes IA, etc. Parce qu'encore une fois, ça dépend de la veille que tu fais et de pour quel secteur. Exactement. Ouais. On voit que c'est tellement différent en fonction des secteurs, les résultats, qu'en fait on peut pas tirer de grosses généralités aujourd'hui. De notre côté, on va pas en faire de GEO, GEO. Par contre, on va s'intéresser à tout ce qui va être audit des biais au sein justement des LLM. On a des partenaires qui ont travaillé, notamment OPSI, donc Justin Poncet qui avait présenté ce matin, justement qui vont avoir des outils qui vont identifier les biais que vont porter les LLM. En fonction de qui a justement fait le dataset d'entraînement, sur quoi il s'est entraîné, alors des biais qui vont être très représentés. Alors le cas classique en exemple, c'est le modèle chinois Qwen. On peut lui demander ce qui s'est passé sur la passe Tiananmen en 89, il nous dira qu'il est impossible de répondre, qu'il ne s'est rien passé. Donc c'est aussi ce genre d'éléments qu'il faut être en mesure de veiller et de prendre en compte dans ses veilles. Hyper intéressant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors de notre côté, c'est les partenaires qui font ce travail pour nous, donc on est moins sur la brique. On a internalisé beaucoup de choses en social listening, mais pas sur les LLM pour le coup, pas encore. Et du coup, ce sont des partenaires comme Engine ou Resoneo par exemple qui vont faire ce travail pour nous. Ok. Alors, on en vient à notre dernier sujet, c'est les grands défis de demain. L'étude VisiBrain, on y revient, révèle que les grands défis du social listening pour 72%, c'est la lutte contre la désinformation et les fake news. Ça te parle, François. Pour 68%, l'intégration de l'IA dans les processus de veille, on vient d'en parler. Et pour 54%, la mesure de la réputation au-delà des volumes. Est-ce que ça vous parle, au-delà des volumes, par exemple? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment un sujet de créer d'autres indicateurs pour mesurer la réputation d'une entreprise au-delà des volumes, de l'engagement, des interactions, et vraiment comment on peut trouver, nous on appelle ça plutôt des indicateurs exotiques, ça peut être, je sais pas, le taux de politisation par exemple d'une marque, est-ce que c'est repris le taux de complotisation, est-ce que c'est les complotistes qui ont la visibilité, etc. Donc, ou le taux d'exaspération, je pense notamment à Carglass, qui est énormément présent en pub télé, à quel moment on coupe un peu le budget pub parce qu'on exaspère un peu trop les personnes, voilà, c'est ce genre de sujet. Bon exemple, et toi? Pour notre part, ce sujet de volume, ça va être surtout aussi qualifier la donnée qu'on va avoir au final, parce qu'effectivement le côté volume en termes de veille, etc., le vrai sujet, ça va être la qualité, pas uniquement la quantité. Notamment pour tout ce qui va être analyse de la désinformation, on va avoir énormément d'amplifications qui vont être artificielles. Donc il ne faut pas uniquement s'attarder justement sur le volume. Il faut venir chercher justement qui sont les comptes derrière et les techniques qui vont être employées justement sur les réseaux sociaux. Ok. Forcément, bah oui, ça nous parle. J'aime bien
la manière dont vous avez appelé le nom de votre entité avec le terme impact. Je pense que pour moi, impact, c'est pas effectivement juste le volume, c'est l'émotion en fait que vont générer aussi nos communications. Et ça, c'est une dimension qui est quand même plus qualitative. Je pense qu'on est en mesure de déterminer quelle est l'émotion que vont générer nos contenus. Après, il faut l'objectiver. Enfin, je pense qu'il y a cette complexité, qu'une émotion, c'est quelque chose d'assez subjectif quelque part, mais on doit être quand même capable de structurer en fait un petit peu différentes catégories d'émotions. Donc nous, typiquement, au sein de mon équipe, on regarde le reach effectivement de nos publications, mais c'est pas le plus important. Ce qu'on va regarder, c'est vraiment les engagements, et tous les engagements ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a différentes profondeurs d'engagement. Une personne qui va repartager un contenu, pour moi, c'est plus puissant que quelqu'un qui va juste liker un contenu. Et d'ailleurs, des algorithmes prennent de plus en plus en compte ce qu'on appelle le dwell time, donc le temps que passent les gens en fait sur une publication, et ça est également, je dirais, ça traduit le fait qu'il y a un engagement de l'audience, et donc il y a un certain nombre de mesures qu'on va essayer d'utiliser pour se rendre compte si nos communications sont en mesure de générer de l'impact. Et ça, je pense que il y a ce qu'on fait en owned, mais il y a aussi ce qu'on fait en earned via les programmes d'advocacy, via l'influence, via les UGC, etc. Et l'idée pour moi après, c'est de pouvoir tout consolider pour mesurer réellement notre impact. Parce que l'impact, c'est pas juste ce que l'entreprise dit, c'est qu'est-ce que ça va générer derrière et qu'est-ce que ça va dire de notre entreprise. Donc c'est ça la réputation, c'est ce que les autres disent de nous finalement. Donc c'est assez complexe, mais je pense que ça va bien au-delà des volumes, et que bien malin sera celui qui saura trouver la formule parfaite pour quantifier tout ça. C'est vrai, je pense que je peux rajouter un truc. Je pense qu'un des autres enjeux de social listening demain, c'est de réussir aussi à catégoriser tous les contenus qui sont créés par IA et à avoir ça directement implémenté dans la plateforme. Donc un petit appel à VisiBrain, si vous pouvez faire ça, au lieu d'utiliser des outils tiers. C'est vrai que je pense que ça va être une grande force, notamment sur TikTok. On a des clients, par exemple des vidéos générées par IA où ils annonçaient la fermeture de tous les magasins en France. Du coup, après c'est un peu plus dur à débunker ou à démentir. Donc, oui. Donc il y a quand même un gros enjeu stratégique de la qualité de la donnée au-delà du volume. Le temps tourne, l'heure passe, donc je vais essayer de synthétiser ces échanges assez riches et massifs. En gros, des sources incontournables, encore X et notamment LinkedIn. La veille des LLM qui devient un véritable enjeu pour la réputation et autres, et la lutte contre la désinformation qui est également un sujet majeur pour toutes les organisations privées comme publiques. C'est les choses qu'on va pouvoir regarder de plus près ces prochains mois. Un grand merci pour ces discussions, et je laisse maintenant la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions pour nos trois intervenants ? Celui-là marche aussi. Parfait. Alors, oulala. C'est bien, on a un peu de temps pour les questions, donc n'hésitez pas. Bonjour et merci pour cette table ronde. J'ai deux questions. Une, c'est sur le métier en lui-même. Est-ce que vous voyez au sein de vos équipes un peu une disparition de la maîtrise des opérateurs booléens de notre langage? Et seconde question, est-ce que chacun d'entre vous, vous avez aussi des enjeux de veiller l'audio ou alors le texte incrusté dans les images? Voilà, merci. Merci. Sur la disparition des opérateurs booléens, on va dire que non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos analyses s'aident de l'IA pour aller beaucoup plus vite et aller faire des filtres vraiment très complexes, comme on peut le faire avec VisiBrain et tous les opérateurs qui existent. Donc c'est vrai que c'est utilisé. Et après, sur la veille de l'audio et de la vidéo, c'est vrai que c'est des sujets qu'on surveille de toute façon de plus en plus, avec notamment les podcasts filmés aujourd'hui qui prennent de plus en plus de part. Et après, en fonction des outils aussi. Je me permets de compléter, uniquement pour la partie veille audio-vidéo. Ce qui est très intéressant aussi, donc effectivement, ça va être le texte qui va être incrusté. Donc on peut après l'analyser par les pipelines de traitement IA assez classiques qu'on pourrait avoir déjà sur le reste du social listening. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est aussi l'analyse de l'image. Quelle est l'émotion qui va être à l'intérieur? Parce qu'au final, il va y avoir plusieurs messages au sein d'une vidéo. Il va y avoir le son, il va y avoir ce qui va être écrit, il va y avoir l'image. Il faut être en mesure vraiment de combiner ces trois pour avoir l'intention qui va être derrière et l'impact potentiel. Également, j'en profite pour rappeler que VisiBrain aussi a un partenaire pour la veille audiovisuelle qui s'appelle Mediatry. On sera ravis de vous mettre en relation si jamais vous avez des enjeux là-dessus. Guillaume ?
Merci pour la présentation, Guillaume Sylvestradit. Moi, ma question, c'est comment vous avez vu, vous voyez l'évolution politique des réseaux sociaux. Alors, il y a X avec Elon Musk qui ne s'en cache plus. On voit bien l'impact que ça peut avoir sur l'informationnel, mais probablement aussi sur les entreprises, parce qu'il y a quand même une guerre économique qui est de plus en plus franche, qui existait avant, mais qui est clairement plus ouverte avec Trump. Mais également TikTok, où la Chine, alors pas Tiananmen, mais sur d'autres sujets, on peut voir en effet qu'ils manipulent. Sur Georgescu, on en parlait tout à l'heure, la Roumanie, très clairement, il y a eu des choses qui ont été poussées en ce sens. Au début de la guerre en Ukraine, et nous on s'est intéressé à ce sujet, on avait regardé là où Poutine avait décidé de couper l'accès à tous les réseaux sociaux occidentaux. Ce qui s'est passé avec TikTok, c'est très différent. C'est que, alors même que le TikTok russe était noyé de vidéos ukrainiennes anti-guerre et même de vidéos russes pro-guerre, en une journée, il y a un switch qui s'est effectué et on n'est arrivé que sur du pro-Poutine. C'est-à-dire que TikTok a décidé, ils ont appuyé sur un bouton, ils ont réussi à affecter ça. Donc, ce serait intéressant de voir comment vous voyez ça. Puis Facebook aussi, ils sont moins politisés directement, mais par contre, la modération est quasiment entièrement supprimée aujourd'hui, en tout cas très peu effective. Donc vous, comment vous voyez ça et comment ça vous impacte ? Comment est-ce que ça nous impacte ? Le fait est, c'est que l'évolution des réseaux sociaux est très liée effectivement aux politiques. On a une chance en Europe, c'est d'avoir donc le DSA qui est implémenté, qui est opérationnalisé au fur et à mesure. On va chercher donc à mettre en place des sanctions si justement il va pas y avoir de traçabilité, de transparence au niveau des algorithmes, au niveau des publicités qui vont être diffusées, parce qu'il va y avoir les messages, mais également avoir les publicités qui sont aussi un vecteur de désinformation et d'amplification de narratifs. Et après, il va y avoir aussi des moyens de contourner. Par exemple, en Russie, ils avaient coupé accès effectivement donc, à une partie certainement des réseaux sociaux, mais aussi donc, à certains médias qui avaient été supprimés et censurés. Il y a des projets comme Svoboda de RSF, où c'est un bouquet satellitaire qui vient diffuser les chaînes de médias indépendants russes pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc il y a toujours des contre-mesures qu'on pourra mettre en place face aux plateformes et à ce qu'ils pourraient proposer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors là-haut, je ne peux pas vous monter le micro, mais si vous parlez fort, on vous entendra. Donc n'hésitez pas aussi. Ah, je vois une question là-bas. Je vais vous laisser travailler et passer le micro si vous voulez. Bonjour, je vous rejoins totalement juste sur la partie de qualité de la data qui est récupérée. Et nous, on a un gros enjeu aussi sur le fait de récupérer la donnée et de savoir en fait justement au-delà de la volumétrie si elle est positive ou négative, notamment sur les questions des personnes qui sont très ironiques, satiriques, etc. Et je me demandais du coup si c'est un sujet auquel vous faites face également et potentiellement comment est-ce que vous arrivez à filtrer un petit peu tout ça, parce que quand on a des dizaines, des centaines de milliers de messages, c'est impossible en fait de les trier un par un pour distinguer. Alors nous, effectivement, on est assez exposé à ça, pour le coup. Ça dépend effectivement de la volumétrie des mentions qu'on a. Si on parle de, je sais pas, 1000 mentions par moment, et en fonction de qui au Excom nous sollicite, on va faire de la requalification manuelle, on va aller jusqu'à ce niveau-là. Si c'est vraiment des très gros sets de data, alors on utilise de plus en plus l'IA aussi, parce que mine de rien, elle arrive à préfiltrer un peu tout ça, et pour le coup, elle est plutôt à l'aise pour qualifier les choses qui relèvent de l'ironie, et puis il y en a pour le coup. Donc nous, on utilise des solutions où il y a quand même une surcouche AI, c'est-à-dire que l'analyste ne va pas analyser une à une toutes les mentions. On va interroger l'AI en fait sur le set de data, on va lui poser des questions. Quand il y a des choses qui sont négatives, en fait on fait de plus en plus de filtrage et de segmentation, et ça nous permet d'arriver à la couche où il y a de l'ironie généralement, et ça ne représente pas non plus la majorité des mentions. Donc après, une fois qu'on a isolé en fait cette partie-là, c'est plus simple à traiter, et après on interroge aussi pas mal il y a quand même de plus en plus de solutions qui existent où
il y a un pré-travail pour l'analyste par l'AI. Et c'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser juste les mots-clés comme c'était un peu le cas auparavant pour l'analyse sémantique. On est obligé de passer par l'IA. Nous, notamment chez Backbone, on a créé plutôt une interface où on upload en gros tout le set de données qu'on veut analyser. Et ensuite, en fait, avec l'IA qu'on a mis en place, en fait, il filtre automatiquement parce qu'on a réussi à l'entraîner et avoir des prompts bien précis en fonction des secteurs et des clients pour avoir une analyse presque exhaustive. Et l'ironie, ça la capte, parce que déjà, que physiquement, on a des fois du mal à voir si on l'est ou pas, mais l'IA fait bien ce travail. Bah, ça dépend des cas, mais on essaye en tout cas. Après, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, la détection de l'ironie, justement, dans les textes. Il y a des projets de recherche en France qui sont spécifiques sur ce domaine. Donc, il y a une chercheuse qui s'appelle Alda Marie. Donc, je vous invite à prendre contact si jamais, justement, vous êtes intéressé par ce type de techno. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question ? Là-haut. C'est juste pour rebondir, quand vous parlez d'IA, là, c'est plus LLM ou c'est vraiment des réseaux de neurones ou autres technologies qui sont entraînées spécifiquement pour la reconnaissance de sentiments et d'ironie, ce genre de choses? Nous, aujourd'hui, c'est plutôt les LLM. On n'a pas encore aujourd'hui passé à l'IA agentique, on va dire, pas encore. Pour autant, en termes de calcul, et quand on va faire du big data et quand justement on va avoir une quantité de données monstrueuses à analyser, le mieux ça va être quand même de passer par du machine learning et des outils déjà basiques qui existent depuis très longtemps, plutôt que des LLM en termes de consommation de ressources et de temps de calcul, ça va être beaucoup moins efficace. Mais ça va être assez pertinent. Donc il faut trouver le juste milieu en fonction des données qu'on va avoir et de la quantité. Okay, merci. Merci à tous. Bon ben écoutez, il est temps de conclure cette matinée. Je voudrais remercier encore tous les intervenants qui sont venus ce matin et qui ont participé aux différentes conversations. Je vous rappelle, n'hésitez pas à partager tout simplement ce que vous avez pu voir aujourd'hui, les différentes infos qui vous semblaient pertinentes sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on sera ravis de voir comment les conversations se poursuivent sur les différentes plateformes. Et puis, je voudrais remercier aussi toutes les équipes de VisiBrain qui ont organisé l'événement. Et encore une fois, merci à vous tous et puis sûrement à l'année prochaine du coup. Merci encore.